Bonjour et bienvenue dans le module sur les règles du jeu d'échecs de la FIDE. Dans ce module, nous étudierons en détail les articles, annexes et directives du règlement de la FIDE. Le tout sera complété par des exemples pratiques. Les règles du jeu d'échecs de la FIDE sont divisées en plusieurs parties. Les règles fondamentales du jeu, les règles du jeu en compétition, à ne pas confondre ici avec le règlement des compétitions de la FIDE faisant l'objet d'un autre module, ainsi que différents annexes et directives. Les règles fondamentales comprennent les articles 1 à 5, couvrant les points suivants. L'objectif d'une partie d'échecs, la position initiale, le mode de déplacement des pièces, la manière d'exécuter les coups, et à quel moment une partie est considérée comme finie. Les articles 6 à 12 sont les règles de compétition qui complètent les règles fondamentales dans le cadre d'un tournoi d'échecs. Sont inclus la pendule, les irrégularités, la notation de la partie, la proposition et réclamation de nul, le système de points, le comportement des joueurs et le rôle de l'arbitre. À la suite des articles principaux des règles du jeu d'échecs, nous trouvons des annexes traitant spécifiquement des parties rapides, des parties blitz, de la notation et des règles en cas de jeu avec des personnes aveugles ou malvoyantes. Finalement, des directives indiquent comment procéder en cas d'ajournement. Les règles spécifiques des échecs Fischer, ou également appelées 960, ainsi que les spécificités des fins de partie au chaos, donc sans incrément. Les règles du jeu d'échecs de la FIDE sont obligatoires pour les parties classées FIDE. Mais elles sont généralement également imposées pour toute partie comptant pour une liste de classement nationale, par exemple un tournoi comptant pour la liste de classement de la Fédération suisse. Il est expressément recommandé de les respecter, même si le tournoi n'est pris en compte pour aucune liste de classement. Une mention du règlement applicable, respectivement les points qui ne s'appliquent pas, par exemple les règles de compétition dans les tournois rapides, doit figurer dans le règlement du tournoi. L'article 1 des règles fondamentales décrit la nature et l'objectif d'une partie d'échecs. Une partie d'échecs se joue entre deux adversaires. Cela implique que toute intervention de tiers est exclue, excepté par l'arbitre si nécessaire. Les blancs débutent la partie et chaque joueur joue un coup à tour de rôle. Un joueur est dit au trait dès que l'adversaire a joué un coup. L'objectif est de mettre le roi adverse échec et mat, donc de mettre le roi adverse dans une position où il est attaqué sans qu'aucun coup légal de défense n'existe. Le joueur mettant échec et mat remporte la partie. Le joueur dont le roi est mi-mat perd la partie. Si aucun joueur n'a de moyen légal de donner mat, la partie est nulle. L'article 2 décrit la position initiale des pièces sur l'échiquier et donne des définitions sur l'échiquier. L'orientation, les cases, les colonnes, rangées ou diagonales. Rappelez-vous notamment que la case en bas à droite de chaque joueur doit toujours être blanche, et que dans la position initiale, la dame blanche occupe une case blanche et la dame noire une case noire. Concernant l'aspect des pièces et autres normes, nous vous renvoyons à la vidéo du module matériel. L'article 3 décrit le mouvement des pièces et donc quels sont les coups définis comme légaux. Dans la même logique, l'article donne la définition d'un coup illégal, respectivement d'une position illégale. Un coup illégal est par définition un coup ne remplissant pas les conditions de déplacement légal. Une position illégale ne peut pas être atteinte par une quelconque série de coups légaux. Il s'agit plutôt d'une formalité, les règles de déplacement des pièces étant en principe acquises de tout joueur familier avec le jeu d'échecs. Il est naturellement attendu des candidats arbitres une parfaite maîtrise de cet article, l'arbitre étant parfois également amené à renseigner les joueurs sur un point du règlement durant une partie
en rappelant par exemple les règles générales du roc ou de la prise en passant. Mais attention, sans donner d'aide concrète sur la position en cours. Il doit également être capable de reconnaître une position illégale ou si un coup illégal a été joué dans une partie. L'article 4 est très important dans le jeu en compétition et concerne la manière d'effectuer les coups. Seul le joueur au trait peut recentrer une ou plusieurs pièces en l'annonçant au préalable par le fameux et universel Jadoub. Toucher ces pièces durant la réflexion de l'adversaire cause généralement une distraction et un énervement pour l'adversaire. En l'absence d'un Jadoub, toute pièce touchée en premier doit être jouée, sauf si l'on a manifestement touché cette pièce accidentellement. Par exemple, en renversant son roi d'un coup de bras. S'il s'agit d'une pièce adverse, celle-ci doit si possible être capturée. Chaque coup doit être joué avec une seule main. Dans le cas du roc, il est obligatoire de déplacer le roi en premier. Si l'on touche la tour puis le roi, il faut effectuer un coup de tour et le roc de ce côté est interdit. On ne peut pas être forcé à jouer un coup illégal. Si l'on a lâché une pièce sur une case et que l'on remarque que le coup est illégal, on peut rejouer cette pièce sans être sanctionné, à condition de ne pas avoir déjà appuyé sur la pendule. Dans le cadre de la promotion, le choix de la pièce est définitif lorsque celle-ci a touché la case de promotion. La promotion peut se faire dans différents ordres. Enlever le pion de l'échiquier et poser la pièce, ou inversement. Le pion ne doit pas obligatoirement être joué sur la case de promotion. Dès le moment où l'on touche l'une de ces pièces, on perd le droit de faire valoir toute violation de l'une des règles de cet article par l'adversaire. Que ce soit pièce touchée, pièce jouée, un coup à deux mains, le changement de la pièce posée lors de la promotion, etc. Voici quelques exemples pratiques en relation avec l'article 4. Le trait est au blanc. On suppose dans un premier temps que les blancs ont touché leur tour en F2. Que doivent-ils faire? La règle communément appelée pièce touchée, pièce jouée dit que la première de ses propres pièces qui a été touchée doit être jouée. Les blancs sont donc censés jouer la tour F2. Il n'y a cependant aucun coup légal avec cette pièce, car elle est clouée. Les blancs peuvent donc jouer n'importe quel autre coup légal. Que se passe-t-il ensuite si les blancs touchent la tour F8? Selon le même article, la première pièce adverse touchée qui peut être capturée doit être capturée. La tour F2 est clouée, mais dame A3 prend F8 est un coup légal et doit être joué. Mais si les blancs touchent la tour E8 cette fois. Ici également, les blancs doivent si possible la capturer. Il n'y a cependant aucun coup légal le permettant. Les blancs sont donc libres d'effectuer n'importe quel autre coup légal. Et finalement, si les blancs touchent leur dame en A3. S'il s'agit de la seule pièce touchée, ils peuvent effectuer n'importe quel coup légal de dame. Mais si les blancs ont par exemple, en plus de la dame, également touché le pion A7 dans cette position, ils sont forcés de jouer dame prend A7. Nous considérons maintenant le cas où un joueur fait le petit roc. Comment l'arbitre réagit-il à chaque situation? Dans la première, le joueur fait le petit roc en jouant d'abord le roi, puis la tour. Le roc est illégal de ce côté-là, car le fou noir contrôle la case F1 traversée par le roi. Le roc étant un coup de roi, les blancs doivent effectuer un autre coup avec le roi, incluant le grand roc, c'est-à-dire soit roi D2, roi D1 ou grand roc. Ils ne sont pas pénalisés s'ils n'ont pas appuyé sur leur pendule. Dans le deuxième cas, les blancs jouent d'abord la tour H1 en F1, puis mettent le roi en G1. Le roc se fait toujours en déplaçant d'abord le roi, puis la tour. Pour rappel, le roc est considéré comme un coup de roi.
Si l'on souhaite roquer et que l'on touche la tour en premier, on est obligé d'effectuer un coup de tour et le rock n'est plus possible. Ici, les blancs doivent jouer tour G1 ou tour F1. Dans la troisième situation, les blancs touchent simultanément le roi et la tour et effectuent le petit roc. Ils cumulent ici deux irrégularités. La première est l'interdiction d'effectuer un coup à deux mains. La deuxième est que le roc n'est pas légal de ce côté-là. À nouveau, les blancs ne seront sanctionnés que s'ils appuient ensuite sur la pendule et complètent ainsi le coup. Avant d'appuyer sur la pendule, le coup est simplement joué et peut être repris si illégal. Les blancs doivent ici remettre le roi et la tour à leur place initiale et jouer un coup de roi à une seule main. Roi D2, roi D1 ou grand roc. On ne peut ici pas prouver que la tour a été touchée en premier. Voici un exemple d'application de l'article 4 concernant la promotion. Dans un premier cas, les blancs jouent le pion en F8, posent une dame, puis échangent cette dame contre une tour et appuient sur la pendule. Que doit décider l'arbitre dans cette situation? Dès le moment où la dame touche la case de promotion, la partie est terminée par un pat. Peu importe si la pièce est ensuite remplacée. Dans un autre cas, les blancs jouent le pion F8 et appuient sur la pendule. Si un joueur laisse son pion sur la dernière rangée, 8e pour les blancs, respectivement première pour les noirs, et appuie sur la pendule, il s'agit d'un coup illégal et le pion est automatiquement remplacé par une dame avec pénalité. 2 minutes en partie lente pour le premier coup illégal, perte de la partie pour le deuxième coup illégal. Dans le cas présent, la partie est dans tous les cas nulle car les noirs n'ont aucune possibilité de gain. Le pion premier en dame fait d'une part patte, et d'autre part, les noirs n'ont pas le matériel suffisant pour mater. Dans le troisième cas, les blancs jouent le pion F8, arrêtent la pendule et appellent l'arbitre pour demander une dame, mais posent finalement une tour. Dans ce cas, le comportement du joueur est réglementaire. L'arbitre se contente de fournir une dame aux blancs et de redémarrer la pendule. Simplement demander une dame à l'arbitre ne force toutefois pas les blancs à effectivement promouvoir leur pion en dame. Le choix de la pièce est définitif lorsque celle-ci a touché la case de promotion. L'article 5 traite de la fin de la partie. Diverses situations mettent immédiatement fin à une partie. Dès le moment où un mat figure sur l'échiquier, c'est-à-dire que le coup de non-mat était légal et que le joueur a lâché sa pièce, la partie est gagnée pour le joueur ayant mis mat. L'abandon met également immédiatement fin à la partie. La partie est alors reportée par le joueur dont l'adversaire abandonne. D'autres situations mettent immédiatement fin à la partie, avec comme résultat une partie nulle. La manière la plus directe est par consentement mutuel. Toutefois, une nulle par accord mutuel n'est valable que si les deux adversaires ont joué chacun au moins un coup. Il faut de plus prendre en considération d'éventuelles interdictions de proposer nul avant un certain nombre de coups. Une telle restriction doit obligatoirement figurer dans le règlement du tournoi. Dans la même logique que le mat, le pat met immédiatement fin à la partie, avec comme résultat une partie nulle. De même ici, le coup de non-pat doit être légal et la pièce doit avoir été lâchée sur la case. Une partie est également nulle dès le moment où aucun des joueurs n'a de matériel suffisant pour mater ou qu'une position dite morte apparaît sur l'échiquier, c'est-à-dire une position où aucun joueur ne peut gagner par une série de coups légaux. Dès le moment où une partie est considérée comme terminée à la suite directe de l'une des situations ci-dessus, aucune réclamation n'est alors plus possible au sujet d'une quelconque violation des règles pendant la partie. Par exemple, un coup illégal était joué.
Un exemple typique dans un tournoi d'échecs, particulièrement à la dernière ronde. Il est très probable que certains d'entre vous aient déjà vécu cette situation au moins une fois dans une compétition. Les deux joueurs ne ressentent pas d'intérêt à jouer la partie et souhaitent faire nul rapidement. Les blancs jouent un D4 et proposent nul, ce que les noirs acceptent. Les joueurs signent la feuille de partie et annoncent le résultat à l'arbitre. Comment doit-il réagir? Selon les règles de l'article 5, la partie n'a débuté que lorsque chaque joueur a effectué au moins un coup. Ce n'est qu'à partir de ce moment-là qu'une proposition de nul est valable, sauf si le règlement du tournoi interdit les propositions de nul avant un certain nombre de coups. Dans le cas présent, l'arbitre doit rejeter la partie nulle et demander aux joueurs de rejouer une partie conforme. Naturellement, rien n'empêche ensuite les joueurs à s'accorder sur la nulle après quelques coups si cela est conforme au règlement du tournoi. Nous quittons avec l'article 6 la partie des règles fondamentales et entrons dans les règles de compétition. Cet article traite de la pendule. L'utilisation de la pendule introduit une distinction fondamentale dans les règles de la FIDE entre un coup joué et un coup complété. Lorsqu'une pièce est lâchée sur une case, le coup est joué, mais n'a pas été complété tant que l'on n'a pas encore appuyé sur la pendule. Cette distinction détermine par exemple si un coup illégal sera sanctionné s'il est complété, ou s'il peut être repris sans pénalité s'il est simplement joué. Une exception concerne les coups mettant fin à la partie au sens de l'article 5 précédent. Ces coups sont également complétés même si l'on n'appuie pas sur la pendule. Un point également très important des règles de la FIDE concerne ce que l'on appelle la chute du drapeau, ou la situation où un joueur voit son temps de réflexion écoulé. Si le temps d'un joueur est écoulé avant qu'il n'ait effectué le nombre de coups requis avant l'ajout de temps, ou s'il se trouve dans une phase de la partie au chaos, c'est-à-dire que le reste des coups doit être joué dans le temps imparti, ce joueur perd la partie. La partie est cependant nulle si l'adversaire n'a aucun moyen légal de mater le joueur dont le temps est écoulé. Le drapeau est considéré comme tombé lorsqu'un joueur le fait remarquer ou si l'arbitre l'observe, mais pas au moment où cela s'est produit physiquement. Par exemple, si le drapeau des blancs tombe sans que personne ne le remarque et que les blancs matent le roi noir sur l'échiquier par la suite, et qu'ensuite seulement les noirs indiquent la chute du drapeau, ce sera le mat qui prévaut. Sur les pendules digitales, un symbole de drapeau permet généralement de déterminer quel adversaire est tombé en premier. Cette information peut être utilisée lorsque les deux joueurs sont tombés au temps. Une règle importante est qu'il faut appuyer sur la pendule avec la même main avec laquelle on a joué le coup. L'on voit régulièrement des amateurs appuyer sur la pendule avec l'autre main. Ce n'est pas une irrégularité au même titre qu'un coup joué à deux mains, mais ce comportement peut être sanctionné par l'arbitre selon l'article 12.9 des règles. Le délai de forfait est le temps donné à un joueur pour arriver à l'échiquier après l'heure de début effective de la ronde, qui n'est pas forcément l'heure officielle prévue. Il est par défaut de 0. En général, le règlement du tournoi donne 30 minutes de délai. Le joueur présent actionne alors la pendule et, dans le cas des blancs, joue son premier coup. L'arbitre est responsable du réglage de la pendule. En cas de mauvais réglage en partie lente, il faut reparamétrer correctement la pendule dès que l'on s'aperçoit de l'erreur, ajuster les temps si nécessaire et poursuivre la partie. Mais en partie blitz et rapide, plus aucune correction n'est faite lorsque 10 coups ont été joués par chaque adversaire. En règle générale, il faut arrêter la pendule uniquement pour demander l'assistance de l'arbitre, comme par exemple dans le cadre d'une promotion où la pièce souhaitée n'est pas disponible. Voici un tableau récapitulant certains rapports de matériel et le résultat de la partie à la suite de la chute d'un drapeau.
Attention, si l'un des joueurs possède encore un pion, une sous-promotion est possible et donne des possibilités de mat à l'adversaire. Voici un exemple d'application des articles 5 et 6. Dans un premier cas, les blancs jouent tour B8, mat, et leur drapeau tombe avant qu'il n'ait eu le temps d'appuyer sur la pendule. Dans ce cas, le mat met directement fin à la partie, au sens de l'article 5, même si le coup n'a pas été complété en appuyant sur la pendule. Quel est maintenant le résultat de la partie si les blancs touchent leur tour et que leur drapeau tombe avant qu'il n'ait eu le temps de jouer un coup? Nous partons du principe que nous sommes ici dans la phase finale de la partie et qu'il n'y a plus d'ajout de temps à la chute du drapeau. La chute du drapeau est réglée dans l'article 6. Le joueur dont le drapeau tombe perd la partie, mais la partie est nulle si l'adversaire n'a aucun moyen légal de mater le joueur. Les noirs n'ont ici plus que le roi et sont donc dans l'incapacité de mater les blancs. Dans cette situation, la partie est donc nulle après la chute du drapeau des blancs. Voici une position très similaire à la précédente, à la différence que les noirs ont un fou en G5. Les blancs jouent tour B8, échec, et leur drapeau tombe. Quel est le résultat de la partie? Il n'y a ici pas de mat, car les noirs peuvent interposer leur fou en D8. Les noirs ne sont pas en mesure de donner mat avec un fou contre une tour. La partie est donc nulle. La partie est également nulle si les blancs perdent autant après avoir touché leur tour sans jouer de coup. Un exemple supplémentaire sur le thème de la pendule. Un défaut de la pendule est remarqué après 3 heures de jeu. La pendule indique que les blancs ont utilisé 20 minutes et les noirs 40 minutes. Quelles sont les options à disposition de l'arbitre? Il faut naturellement corriger les temps de réflexion restants indiqués afin qu'ils reflètent la réalité. Ici, le temps total utilisé est selon la pendule défectueuse de 1 heure. Or, la partie dure depuis 3 heures déjà. Une possibilité est de retirer 1 heure à chaque joueur, de sorte que les blancs aient utilisé 80 minutes et les noirs 100 minutes. Le temps total utilisé est alors bien de 3 heures. Si l'on est dans l'incapacité de déterminer si un joueur a réfléchi beaucoup plus longtemps qu'un autre durant la partie, on peut alors décider de retirer 1 heure et demie à chaque joueur depuis le début de la partie. L'arbitre doit ici utiliser son meilleur jugement en consultation avec les joueurs. On peut ici soit réduire directement le temps des joueurs, soit reparamétrer la pendule depuis le début en mode manuel. Il faut faire très attention au stade de la partie en évitant de programmer une deuxième période si les joueurs ont par exemple déjà reçu un ajout de temps. La pendule étant manifestement défectueuse, il vaut mieux la remplacer avant de poursuivre la partie. Dans le cas d'une pendule mécanique, il se pourrait que seul l'un des cadrans soit défectueux. Le temps de l'un des joueurs serait alors correct. Il faut dans tous les cas clarifier la situation avec les joueurs pour obtenir une estimation du temps de réflexion effectif de chacun. On peut réduire les risques en faisant régulièrement des tours de salle en vérifiant le bon fonctionnement des pendules. On peut également utiliser des feuilles de contrôle de temps sur lesquelles on indique le nombre de coups et le temps de réflexion restant de chaque joueur, toutes les 30 minutes par exemple. Tout comme dans l'arbitrage de manière générale, le mot-clé est ici l'anticipation. On tente ainsi de prévenir ce genre de situation avant qu'elle ne se produise. L'article 7 traite des irrégularités. On parle ici de parties lentes. Les parties rapides et blitz suivent des règles spécifiques présentées dans les annexes. Si un joueur ou l'arbitre remarque durant la partie qu'un coup illégal a été joué à un moment ou à un autre, il faut revenir à la position immédiatement avant le coup illégal. L'arbitre adapte les temps si nécessaire selon son meilleur jugement.
peut également décider de ne pas modifier le temps des joueurs, par exemple si l'horaire du tournoi se retrouverait perturbé. Si la position initiale était incorrecte, il faut recommencer la partie. Si l'orientation de l'échiquier est incorrecte, la case en bas à droite est par exemple noire, on remet la position actuelle sur un échiquier correctement orienté. Si les joueurs se sont trompés de couleur et que moins de 10 coups ont été joués par chacun, on annule la partie et on la recommence avec les couleurs correctes. Après 10 coups par chaque joueur, la partie continue et chaque adversaire conserve la couleur avec laquelle il a commencé la partie. L'appariement sera alors adapté. L'on distingue 4 types de coups illégaux. Le premier est un coup illégal au sens courant du terme. Un coup est joué qui contrevient aux règles de l'article 3. Par exemple, jouer une pièce clouée ou effectuer un roc illégal. Il faut dans ce cas reprendre le coup en appliquant l'article 4. Pièce touchée, pièce jouée. Le deuxième type de coup illégal consiste à laisser un pion sur la 8e rangée, respectivement la première lors d'une promotion, et d'appuyer sur la pendule. Le pion est alors automatiquement remplacé par une dame de la même couleur que le pion. Le troisième type de coup illégal consiste à appuyer sur la pendule sans avoir joué de coup. Cette action est pénalisée de la même manière qu'un coup illégal. Le quatrième type est le coup à deux mains. Si l'on joue un coup à deux mains, par exemple roc ou capture, et que l'on appuie sur la pendule, cela est pénalisé comme un coup illégal. Un coup à deux mains n'est cependant pas pénalisé s'il met immédiatement fin à la partie. Par exemple mat. Deux irrégularités lors du même coup sont cumulées et comptent alors comme une seule. Par exemple si l'on fait un roc illégal effectué à deux mains. Au premier coup illégal complété, c'est-à-dire que le joueur a appuyé sur la pendule, on ajoute 2 minutes de réflexion supplémentaire à l'adversaire. En partie rapide et blitz, la pénalité est d'1 minute. Au deuxième coup illégal, la partie est perdue pour le joueur fautif. La partie est cependant nulle si l'adversaire n'a aucun moyen légal de mater, tout comme lors de la chute d'un drapeau. Voici un exemple d'application de l'article 7. Dans cette position, les noirs au trait jouent tour C1 échec. L'arbitre a observé la partie. Que décide-t-il? Le coup tour C1 est illégal car les noirs sont eux-mêmes en échec. On revient donc à la position du diagramme et les noirs doivent parer l'échec. Comme les noirs ont touché leur tour, il n'y a qu'un seul coup possible, les noirs doivent jouer tour C2. Si les noirs ont appuyé sur la pendule après avoir joué tour C1, on ajoute 2 minutes de réflexion au blanc et l'on ne doit pas oublier de déduire l'éventuel incrément obtenu par les noirs après avoir joué le coup illégal. Dans un autre exemple, les joueurs ont mal replacé les pièces lors de la ronde précédente et le roi et la dame sont inversés. Les adversaires ne remarquent pas et débutent la ronde suivante. Ils se rendent compte cependant, après avoir joué quelques coups, et appellent l'arbitre. Que décide l'arbitre dans les cas suivants? S'il s'agit d'une partie rapide et que l'erreur est remarquée après 8 coups, on recommence une nouvelle partie car moins de 10 coups ont été joués par chaque adversaire. Après 12 coups dans une partie blitz, la partie se poursuit mais aucun joueur n'a le droit de roquer. Après 18 coups en partie lente, il faut recommencer une nouvelle partie avec la position initiale correcte. Un conseil, toujours faire un tour de la salle avant le début d'une ronde afin de corriger d'éventuelles positions de départ incorrectes. L'article 8 concerne la notation des coups. Lorsque la notation de la partie est obligatoire, c'est-à-dire pour toute partie lente prise en compte pour la liste de classement de la FIDE ou de la FSE, chaque adversaire doit noter chaque coup après qu'il a été joué, et ce de manière lisible et en notation algébrique, qui est décrite dans l'annexe C.
Il est interdit de noter les coups à l'avance, sauf dans des situations spécifiques de réclamation de nul. L'on revient sur ce point dans l'article 9. Même si l'adversaire n'a qu'un coup légal, on ne peut pas le noter à l'avance. Lorsque l'adversaire a joué un coup, il est cependant autorisé d'y répondre immédiatement. Les 2 coups doivent ensuite obligatoirement être notés avant de jouer son prochain coup. Il est important que la feuille de partie soit visible par l'arbitre, mais pas forcément par l'adversaire. L'arbitre doit pouvoir observer en tout temps combien de coups ont été joués. Un stylo peut être posé sur la feuille, mais ne doit pas couvrir le dernier coup noté. L'obligation de notation vaut pour toute la partie, sauf si un joueur a moins de 5 minutes à sa pendule et que l'incrément est inférieur à 30 secondes par coup. Ce joueur peut alors temporairement arrêter de noter les coups. Il doit cependant mettre sa feuille de partie à jour sur son propre temps dès que l'un des drapeaux est tombé. Si les 2 joueurs ne notent plus la partie, l'arbitre ou un assistant doit s'en charger jusqu'à ce que le drapeau d'un joueur tombe. Tant qu'aucun drapeau n'est tombé, l'arbitre ne doit jamais indiquer le nombre de coups, ni intervenir même si le nombre de coups requis, par exemple 40 coups pour la période, a été atteint. Dans le cas où aucune feuille de partie complète n'est disponible, les joueurs doivent reconstituer la partie sur un deuxième échiquier, sous le contrôle de l'arbitre. S'il n'est toujours pas possible de déterminer si le joueur dont le temps de réflexion est écoulé a joué ou non le nombre requis de coups, la partie continue et le prochain coup est considéré comme le premier de la période suivante. À la fin de la partie, les adversaires doivent noter le résultat de la partie, signer la feuille et rendre l'original de la feuille de partie à l'arbitre. Les originaux des feuilles sont la propriété de l'organisateur, les joueurs conservant généralement une copie. L'article 9 est particulièrement important et concerne les propositions et réclamations de nul. Cela arrive très souvent en compétition et l'on attend de l'arbitre qu'il maîtrise ce type de situation. Le règlement du tournoi peut interdire aux joueurs de proposer nul avant un certain nombre de coups. Si aucune limitation n'est en vigueur, une proposition de nul correcte s'effectue de la manière suivante. Un joueur peut proposer nul après avoir joué son coup, mais avant d'appuyer sur la pendule. Une proposition à un autre moment reste valide, mais peut déranger l'adversaire. On ne peut pas mettre de condition à une proposition de nul. Par exemple, l'accepter de 2 minutes, et celle-ci ne peut être retirée et reste valable tant que l'adversaire ne l'a pas rejetée, soit par oral, soit en touchant une pièce avec l'intention de la bouger, ou tant que la partie n'est pas terminée d'une autre manière. Les propositions de nul se notent par le signe, égal entre parenthèses, sur la feuille de partie. Il est important de les noter car il s'agit d'une information importante pour l'arbitre en cas de plainte, pour proposition de nul répétée par exemple. Un joueur peut réclamer la nulle à l'arbitre dans plusieurs situations. Si un joueur a l'intention de jouer un coup menant à une 3e répétition de la position, il doit noter celui-ci sans le jouer et arrêter la pendule pour appeler l'arbitre et faire la réclamation. On parle de répétition de position lorsque les mêmes types de pièces occupent les mêmes cases et que les coups légaux sont exactement les mêmes. Deux positions ne sont pas répétées si un rock ou une prise en passant ne sont alors plus possibles. Si c'est le coup que l'adversaire vient de jouer qui répète une 3e fois la position, le joueur le note et peut alors directement arrêter la pendule et appeler l'arbitre pour réclamer la répétition. Une telle réclamation vaut comme proposition de nul à l'adversaire. Si les 2 joueurs acceptent directement la nulle, il n'y a pas besoin de contrôler la validité de la réclamation. Sinon, les 2 joueurs la contrôlent sur un 2e échiquier, sous supervision de l'arbitre. Une réclamation qui s'avère incorrecte est pénalisée par un ajout de 2 minutes pour l'adversaire. Si des échiquiers électroniques sont utilisés, la vérification peut se faire directement sur ordinateur. Le principe est le même pour la règle des 50 coups. Si un joueur envisage un coup
qui résultera en la situation où chaque adversaire aura effectué 50 coups sans mouvement de pion ni prise de pièce, il peut faire la réclamation en le notant sans le jouer et en arrêtant la pendule pour appeler l'arbitre. Si la situation est déjà sur l'échiquier par conséquence directe du dernier coup de l'adversaire, le joueur peut réclamer directement à l'arbitre. Comme pour la triple répétition, cela vaut comme proposition de nul. Tout droit à la réclamation pour triple répétition, aux règles des 50 coups, est perdu si le joueur touche une pièce avec l'intention de la jouer. Dans ces deux situations, le joueur doit obligatoirement faire la réclamation et l'arbitre ne peut pas intervenir de lui-même. Une variante de cette règle est la nulle par cinquième répétition et la règle des 75 coups. Les conditions sont exactement les mêmes, sauf que l'on a 5 répétitions au lieu de 3, respectivement 75 coups au lieu de 50. Ici, l'arbitre doit intervenir et déclarer la partie nulle s'il l'observe, sans attendre de réclamation de la part des joueurs. Si le 75e coup sans mouvement de pion ou prise de pièce d'un joueur donne mat, le mat a la priorité. La règle de la 5e répétition et la règle des 75 coups ont une particularité supplémentaire. Si l'arbitre n'est pas intervenu et que cette situation est remarquée après la fin de la partie, les joueurs ont le droit de faire recours pour réclamer la nulle en suivant les procédures prévues par le règlement du tournoi. Dans la position du diagramme, les noirs viennent de jouer leur 30e coup, roi 8, roi 7. S'ensuit une série d'échecs et les deux joueurs s'accordent sur la nulle après 42, dame h6 échec. La question est la suivante. Y a-t-il eu une troisième répétition de position après le 42e coup des noirs, roi e7? Ou formulé autrement, les noirs peuvent-ils réclamer la nulle en notant le coup 42 roi 7 sur leur feuille, puis en appelant l'arbitre? La position du diagramme n'est pas apparue auparavant dans la partie. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause et tenter de visualiser la série de coups joués, ou alors les jouer sur un échiquier. Dans la position finale, la dame blanche est au h6. Les positions se répètent au 39e et 41e coup, par dame f8 échec, roi f6, respectivement au 40e et 42e coup, par dame h6 échec, roi e7, mais aucune n'apparaît 3 fois. Si la dame blanche était en h6 dans la position initiale, 42, roi e7 pour les noirs, aurait effectivement mené à une triple répétition. Une réclamation de nul de la part des noirs est donc incorrecte après 42, roi e7. Rien n'empêche toutefois les blancs d'accepter la nulle, comme cela s'est passé dans la partie. L'article 10 précise le système de points pouvant être utilisé dans un tournoi. En règle générale, une victoire rapporte 1 point, une nulle 1 demi-point et une défaite 0 point. Le nombre total de points pour une partie ne peut jamais excéder le score maximum normalement donné pour cette partie. Par exemple, un résultat 1, 1 demi est donc impossible. Le score individuel doit pouvoir être obtenu dans des circonstances normales. 3 quarts, 1 quart n'est par exemple pas accepté. D'autres systèmes de points sont possibles, comme par exemple 3 points pour une victoire, 1 point pour une nulle et 0 point pour une défaite. Ce système a pour but d'inciter les parties décisives et de diminuer le nombre de parties nulles. L'article 11 des règles de la FIDE traite du comportement des joueurs. De manière générale, les joueuses et joueurs ne doivent entreprendre aucune action qui porterait préjudice à l'image du jeu d'échecs. Cet article peut être utilisé pour pénaliser divers comportements qui ne sont pas spécifiquement sanctionnés par le règlement. On distingue la zone de jeu, où se jouent les parties, et la zone de tournoi, qui comprend tous les lieux accessibles aux participants durant la partie. Cela inclut la zone de jeu,
les toilettes, le kiosque, le coiffumeur, etc. Le joueur au trait n'a pas le droit de quitter la zone de jeu. La zone de tournoi ne peut être quittée qu'avec l'accord de l'arbitre. Durant sa partie, un joueur n'a droit à aucune source d'information externe, incluant notes personnelles, conseils ou analyse de tiers. Aucun équipement électronique ne peut être porté sur soi durant la partie. Certains tournois interdisent de pénétrer dans la salle avec un équipement électronique. Une règle plus souple peut permettre de les déposer éteints dans un sac sans contact avec le joueur. Il est naturellement interdit pour tout participant de s'immiscer dans les parties des autres. Ces règles forment la base des mesures contre la tricherie qui sont traitées dans un module spécifique, lutte contre la tricherie. Tout joueur ayant terminé sa partie devient spectateur, et les mêmes règles s'appliquent. Il faut si possible quitter la zone de jeu après avoir terminé sa partie, en laissant quelques minutes pour observer les autres positions. Un spectateur ne peut intervenir dans une partie, mais a le droit de faire part de ses observations à l'arbitre en cas d'irrégularité constatée. Une exception à la règle des appareils électroniques peut être faite pour certains spectateurs dans les premières minutes de la ronde afin de permettre la prise de photos. L'article 12 est ici traité de manière très brève, un module rôle de l'arbitre étant consacré à ce sujet. L'arbitre doit s'assurer que les conditions de jeu soient bonnes et équitables pour tous les participants et que les parties se jouent dans un esprit de sportivité. L'arbitre principal peut déléguer certaines tâches à des assistants. Les arbitres sanctionnent les joueurs fautifs en cas d'infraction au règlement du jeu d'échecs de la FIDE. Nous avons maintenant parcouru tous les articles des règles fondamentales du jeu d'échecs, ainsi que les règles de compétition de la FIDE. Nous arrivons maintenant aux annexes et directives. Nous commençons par l'annexe A, sur les parties rapides. Dans une partie rapide, chaque joueur dispose d'un temps total de réflexion de plus de 10 minutes, mais moins de 60 minutes. En cas d'incrément, le temps total est calculé en considérant 60 coups, c'est-à-dire qu'on multiplie l'incrément par 60, total que l'on ajoute au temps de base. La notation n'est pas obligatoire, mais un joueur conserve le droit de noter sa partie et d'arrêter quand il le souhaite. Le règlement du tournoi doit indiquer si les règles de compétition vues précédemment s'appliquent aux parties rapides. Il faut dans ce cas un arbitre par 3 échiquiers qui note les parties. Si ce n'est pas le cas, certaines règles spéciales s'appliquent. Premièrement, dès lors que 10 coups ont été joués par chaque adversaire, aucune correction n'est faite en cas d'erreur quant à la pendule, l'orientation de l'échiquier ou la position initiale. Si le roi est mal placé, le rock n'est alors pas possible. Une tour mal placée ne permet pas de roquer de ce côté-là. Deuxièmement, un coup illégal n'est sanctionné que si l'arbitre a observé le déplacement ou que l'adversaire réclame immédiatement. Si personne ne remarque directement, la partie continue et le coup illégal reste. Dès que l'adversaire a joué un coup illégal précédent ne peut être corrigé à moins que les joueurs s'arrangent entre eux. Troisième règle, les règles usuelles s'appliquent en cas de chute du drapeau. Si les deux joueurs sont tombés, la pendule électronique permet à l'arbitre de voir qui est tombé en premier. L'arbitre intervient s'il observe la chute d'un drapeau. Finalement, si l'arbitre observe 2 rois en échec ou un pion sur la dernière rangée, il attend que le prochain coup soit complété. Si une position illégale figure toujours sur l'échiquier, l'arbitre déclare la partie nulle. Si le prochain coup mène à une position à nouveau légale, la partie continue. Un coup illégal est sanctionné par un ajout de temps d'1 minute pour l'adversaire. Avant 2023, il s'agissait de 2 minutes. Les parties blitz durent jusqu'à 10 minutes par joueur, incrément cumulé jusqu'au 60e coup compris. Le règlement de la compétition doit indiquer si les règles de compétition précédentes s'appliquent, tout comme pour les parties rapides.
Mais il faut cette fois-ci un arbitre par échiquier qui note la partie. Les autres règles spéciales pour les parties rapides s'appliquent sinon également au blitz. La pénalité en cas d'irrégularité est d'1 minute. L'annexe C présente en détail le système de notation algébrique qui est le seul reconnu par la FIDE. La notation est en principe maîtrisée de la grande majorité des joueurs d'échecs, l'exemple du haut étant généralement la forme la plus courante. Il est également possible de renoncer au signe de capture ou d'indiquer la case de départ en plus de celle d'arrivée. Pour éviter les ambiguïtés, par exemple si deux cavaliers peuvent se rendre sur la même case, on note si nécessaire la colonne ou la rangée de départ de la pièce. L'indication EP pour en passant est facultative. Les 3 exemples de notation montrés ici sont valables. Les conditions de jeu peuvent être adaptées lorsque l'un des adversaires est handicapé visuellement. Il est courant d'utiliser 2 échiquiers, un échiquier classique et un échiquier adapté pour le joueur aveugle ou malvoyant. Les coups doivent être annoncés suivant une convention précise afin d'éviter toute confusion. La pièce du joueur malvoyant est par exemple considérée comme touchée lorsqu'elle a été sortie de sa case. Le coup est complété lorsque la pièce a été placée dans une autre case et le coup annoncé oralement. Les règles habituelles de la FIDE s'appliquent pour le joueur voyant. La personne malvoyante peut utiliser une pendule spéciale permettant d'annoncer le temps restant et le nombre de coups. Une erreur dans l'annonce d'un coup doit être corrigée immédiatement. Si les positions sur les 2 échiquiers divergent, la position correcte doit être rétablie avec l'aide de l'arbitre. Le soutien d'un assistant pour le joueur malvoyant, qui annonce les coups et joue les coups sur l'échiquier de l'adversaire, est dans tous les cas autorisé. Les règles de la FIDE se terminent par quelques directives. Les premières concernent les parties ajournées. Courant par le passé, les ajournements sont maintenant très rares. On peut imaginer un ajournement dans le cas où une partie se joue très tard le soir et doit être poursuivie le lendemain. Les possibilités d'analyse avant la reprise et les horaires de tournoi respectés ne le permettent toutefois plus. La procédure est décrite ici, mais nous n'entrons pas dans plus de détails à ce sujet. Les échecs Fischer, ou 960, sont une variante gagnée en popularité où la position des pièces sur la première rangée de chaque joueur est déterminée de manière aléatoire. Les seules restrictions sont que le roi doit se trouver entre les tours et que les fous doivent être de couleur opposée. Naturellement, les pions restent sur la 2e, respectivement la 7e rangée. Les directives précisent le fonctionnement du roc, précision qui doit également figurer dans un annexe du règlement du tournoi ou dans la salle de jeu. Les positions finales du roi et de la tour, après le roc, correspondent aux échecs standards. La 3e directive concerne les fins de partie au chaos, où chaque joueur doit terminer la partie en un temps limité sans incrément, mais ne s'applique pas au blitz. Ces cadences se font de plus en plus rares au profit des cadences à incrément. Il est alors de moins en moins souvent nécessaire d'appliquer ces directives. L'utilisation de ces directives doit être annoncée au préalable dans le règlement du tournoi. Selon ces directives, si les 2 drapeaux sont tombés sans qu'il soit possible de déterminer lequel est tombé en premier, la partie continue si l'on ne se trouve pas dans la dernière période de jeu. Si l'on se trouve dans une période où tous les coups doivent être joués dans un temps limité, la partie est alors nulle. Si un joueur ôterait à moins de 2 minutes à sa pendule, il peut demander à ajouter un incrément de 5 secondes par coup à chaque joueur. Ceci est également une proposition de nul. Si la proposition de nul est refusée par l'adversaire et que l'arbitre accepte d'ajouter un incrément, l'adversaire reçoit 2 minutes additionnelles et la partie continue. Si la règle précédente,
3.4 ne s'applique pas et qu'un joueur a moins de 2 minutes à sa pendule, ce dernier peut réclamer la nulle à l'arbitre. Le joueur peut justifier sa demande par l'affirmation que l'adversaire ne peut ou ne fait aucun effort pour gagner par des moyens normaux. L'arbitre utilise ici son propre jugement pour soit accepter la demande, la rejeter ou reporter sa décision à plus tard. Si l'arbitre refuse la demande, il accorde 2 minutes supplémentaires à l'adversaire. Si l'arbitre reporte sa décision, il peut accorder 2 minutes supplémentaires à l'adversaire et décider du résultat final plus tard dans la partie ou immédiatement après la chute d'un drapeau. Il doit déclarer la nulle s'il reconnaît que l'adversaire du joueur ayant perdu autant ne pouvait pas ou n'a pas fait d'effort pour gagner par des moyens normaux. Nous sommes ainsi arrivés à la fin de la présentation du règlement de la FIDE et nous vous remercions pour votre attention.